Imaginez un instant un conflit où le coup le plus dévastateur du mois n'a pas été porté par un missile balistique, ni même par une division blindée en fait. Ah oui, c'est plutôt une simple ligne de code informatique. Exactement. Une ligne de code qui a fait s'évaporer 1 milliard de roubles dans les méandres d'un réseau décentralisé. Et en parallèle, imaginez une guerre de tranchées, complètement figée dans la boue, qui pousse soudainement une nation à frapper une raffinerie située à plus de 900 km de la ligne de front. C'est vertigineux quand on y pense. Bonjour et bienvenue dans notre bulletin d'analyse approfondie. Nous sommes le 11 mai 2026. Notre dossier du jour s'intitule Point sur la guerre en Ukraine, la Russie avertit Kiev alors que les attaques à longue portée s'intensifient. Un titre assez lourd de sens, oui. Tout à fait. Ce bulletin examine donc l'actualité des 2 dernières semaines dans la région européenne. Et il est rendu possible grâce à notre sponsor, ProWave AI. L'intégralité des données que nous allons disséquer aujourd'hui a été générée par Stylo News, une application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Bonjour à tous. Et pour bien situer le cadre de notre analyse pour nos auditeurs, il convient d'expliquer un peu la nature de cette technologie. Parce que Stylo News, ce n'est pas un simple agrégateur de presse classique. Non, pas du tout. En fait, c'est la version accessible au grand public du logiciel Stylo Intellops. Et à l'origine, cette architecture analytique a été spécifiquement conçue pour des opérations très lourdes. On parle d'opérations gouvernementales, d'états-majors militaires, de conglomérats multinationaux. Le niveau au-dessus, quoi. C'est ça, c'est un outil d'aide à la décision de niveau mondial, conçu pour vraiment filtrer le bruit ambiant. Donc aujourd'hui, notre audience a l'opportunité unique d'accéder à la même granularité d'informations que les décideurs planétaires. Et c'est là qu'intervient notre mission. Nous prenons ces rapports d'intelligence brute pour en dégager les tendances lourdes. L'objectif, c'est de comprendre la psychologie des décideurs clés et surtout d'anticiper les mouvements futurs de ce conflit. Absolument, sans aucun parti pris. Voilà. Et nous le faisons vraiment avec la rigueur d'une salle de rédaction des années 60. C'est-à-dire que nous lisons le téléscripteur tel qu'il arrive. Factuel, mesuré, dénué tout sensationnalisme. Nous ne sommes pas là pour susciter l'effroi face à une situation mondiale complexe, mais pour cartographier la réalité. Une cartographie précise, oui. Donc commençons par observer ce qui se passe loin du fracas des obus. Je veux parler des tables de négociation diplomatiques. Et les données récentes montrent une activité frénétique autour de diverses propositions de cessez-le-feu début mai. Les rapports indiquent en effet une succession de propositions croisées, mais toutes vouées à l'échec dès le départ en réalité. D'accord. La Russie a formellement mis sur la table une proposition de trêve conditionnée aux célébrations du jour de la victoire, les 8 et 9 mai. Et sans surprise, l'Ukraine a opposé un refus catégorique à cette offre. Pourquoi refuser une pause dans les combats? Eh bien, les officiels ukrainiens ont qualifié cette manœuvre de tentative purement tactique. Pour eux, ça visait uniquement à sécuriser l'espace aérien au-dessus de Moscou pour garantir le bon déroulement de leur parade militaire. Ah, je vois. Voilà. Sans aucune intention de geler le conflit à long terme, bien sûr. Mais attendez, si l'impasse diplomatique est évidente pour tout le monde, pourquoi les deux camps continuent-ils de proposer ces cessez-les-feux? Parce que l'Ukraine avait elle-même suggéré une trêve pour les 5 et 6 mai. Si chacun sait que l'autre va refuser, quel est l'intérêt de cette mise en scène? C'est une excellente question. En fait, la diplomatie, dans ce contexte très précis, ce n'est plus un outil de résolution de conflit. C'est devenu une arme narrative. Une arme narrative, c'est-à-dire? Eh bien, proposer un cessez-le-feu permet de se positionner comme l'acteur rationnel, celui qui veut la paix aux yeux de la communauté internationale, et particulièrement vis-à-vis des pays non alignés. C'est ce qu'on appelle la diplomatie coercitive. D'accord, c'est pour l'image. Exactement. Et le rejet de la trêve du 5-6 mai par la Russie en est l'illustration parfaite. Juste après minuit, dans la nuit du 6 mai, Moscou a lancé une attaque massive. Ah oui, les chiffres sont impressionnants. Oui, les défenses antiaériennes de Kiev ont dû abattre 89 drones russes en l'espace de quelques heures seulement. Donc, la proposition de paix ukrainienne a littéralement été utilisée par la Russie pour démontrer sa capacité de frappe ininterrompue. C'est fascinant et terrifiant à la fois. C'est un peu comme deux joueurs d'échecs qui proposent formellement un match nul tout en déplaçant secrètement leur reine sous la table pour porter un coup fatal. C'est une très bonne analogie. Et si l'on regarde les déclarations des dirigeants, cette logique s'applique aussi au soutien international. C'est-à-dire? Par exemple, Vladimir Poutine a ostensiblement exclu Donald Trump de la liste des invités à la parade de Moscou, et ce, malgré un appel téléphonique très récent entre les deux hommes. C'est un message politique fort. Absolument.
De son côté, Donald Trump a publiquement fait l'éloge de l'armée ukrainienne. Il l'a qualifiée d'outil militaire redoutable, mais il a profité de l'occasion pour critiquer sévèrement la structure et l'efficacité de l'OTAN. Donc chacun place ses pions, et les signaux envoyés par l'Europe sont tout aussi figés, si je lis bien nos notes. Kaja Kallas, pour l'Union européenne, a rappelé qu'aucune négociation ne pourrait se faire sur la base de la supplication ou de la faiblesse. Oui, la ligne européenne reste très dure. Et du côté de Kiev, Volodymyr Zelensky est catégorique. Il ne veut pas de ces fameuses pauses symboliques qui permettraient à l'adversaire de se réorganiser. Lui, il demande des garanties matérielles, spécifiquement l'accélération des livraisons de systèmes de défense patriotes. Ces positions maximalistes confirment que, pour le moment, nous sommes dans une phase où aucune voie crédible vers un règlement pacifique n'existe. Les deux camps cherchent avant tout à consolider leur position. Avant les grandes manœuvres de cet été, j'imagine. Exactement. Les exigences de base concernant les territoires, les réparations ou même les garanties de sécurité restent diamétralement opposées. Alors, puisque la diplomatie est complètement gelée, cette pression se relâche inévitablement sur le champ de bataille. Et là, les rapports de renseignement que nous avons sous les yeux décrivent une mutation stratégique majeure. Tout à fait. Le conflit ne se limite plus aux simples affrontements le long des tranchées de l'Est. Non, la géographie du conflit a explosé. Sur la ligne de contact, au niveau purement tactique, la dynamique est extrêmement lente. C'est une guerre d'usure. Des avancées au compte-gouttes. Voilà. Les forces russes exercent une pression constante et obtiennent des avancées locales, très mesurées, principalement dans l'oblast de Donetsk. On parle surtout des secteurs de Pokrovsk et Kostiamtynivka. Et l'Ukraine dans tout ça. L'Ukraine cède du terrain de manière très calculée. Elle mène des contre-attaques ponctuelles pour éviter l'effondrement d'un secteur entier. Mais le fait déterminant de ce début mai, ce n'est pas le front terrestre. C'est l'échelle de la campagne de bombardement aérien russe. Oui, les statistiques compilées par Stylo News sont massives à ce sujet. On parle de plus de 400 drones lancés par la Russie dans les premiers jours de mai. C'est colossal. Et la moitié de cet arsenal était composée de munitions rôdeuses de type Shahed. Et les cibles ? Eh bien, les cibles n'étaient pas militaires pour la plupart. Elles visaient le réseau électrique et les infrastructures civiles de grandes agglomérations comme Dnipro, Odessa ou Kharkiv. Mais quel est le but tactique de viser le réseau électrique ? Ça ne fait pas reculer la ligne de front. Non, le but de ces frappes n'est pas de gagner du terrain. L'objectif, c'est de paralyser l'économie ukrainienne en la privant d'énergie. Et surtout, de forcer l'état-major de Kiev à maintenir ses meilleurs systèmes de défense antiaérienne loin du front pour protéger les civils dans les villes. C'est cynique mais redoutablement logique. Cela dit, l'Ukraine ne reste pas inactive. Elle a développé une réponse asymétrique que je trouve particulièrement sophistiquée et qui modifie, comme vous le disiez, la géographie même de cette guerre. Ah oui, les frappes en profondeur. C'est ça. Les services de renseignement confirment des frappes de drones ukrainiens à des profondeurs inédites sur le territoire russe. On parle du terminal pétrolier de Primorsk, dans la région de Leningrad, et de la raffinerie de Tuapse. Ce qui est extrêmement loin. Exactement. Ce n'est pas un simple détail tactique, c'est un changement de paradigme complet. Frapper des infrastructures logistiques à plus de 900 km de distance. C'est un exploit logistique en soi. Oui, et pour utiliser une analogie, c'est comme un boxeur qui réalise qu'il est impossible de percer la garde blindée de son adversaire, et qui décide à la place de viser systématiquement les côtes pour lui couper le souffle sur le long terme. L'Ukraine contourne l'armée russe pour attaquer directement son poumon économique. Et le terme poumon économique est tout à fait adéquat ici, parce que le pétrole et les produits raffinés ne génèrent pas seulement les revenus nécessaires à l'effort de guerre russe. C'est le carburant physique. Absolument. C'est ce qui permet aux chars et à toute la logistique de fonctionner au quotidien. En ciblant Primorsk et Tuapse, ainsi que des nœuds de communication en Crimée et près de Moscou, l'Ukraine oblige la Russie à faire un choix impossible. Lequel ? Soit Moscou laisse ses raffineries brûler, ce qui ampute son économie et sa capacité de mouvement, soit le Kremlin doit redéployer ses propres systèmes de défense aérienne depuis le front ukrainien pour protéger son vaste territoire national. Ce qui créerait des brèches tactiques pour l'armée ukrainienne sur le front. Exactement. C'est un dilemme stratégique majeur pour la Russie. Et cette stratégie d'extension du champ de bataille crée des ondes de choc qui dépassent très largement les frontières des deux pays belligérants. Les frappes à longue portée engendrent une pré-contagion internationale. Oui, ça force les pays voisins à réagir, qu'ils le veuillent ou non. Les données récentes soulignent d'ailleurs plusieurs incidents critiques sur le flanc est de l'Alliance Atlantique. Des trajectoires de drones russes ont violé de manière temporaire l'espace aérien souverain de la Roumanie et de la Lettonie.
qui n'est pas anodin du tout. Non. La situation a même nécessité le décollage immédiat d'avions de chasse F-16 de l'OTAN pour sécuriser la zone. Et la diplomatie lettonne a officiellement convoqué le chargé d'affaires russe pour émettre une protestation formelle. Ces incidents, même s'ils sont qualifiés de non intentionnels par la Russie, testent en permanence les temps de réaction de l'Occident. Ça maintient une tension constante. Ce qui amène logiquement les nations européennes à se préparer à des scénarios qui paraissaient franchement inconcevables il y a encore quelques années. Regardez les services de renseignement néerlandais. Oui, leur dernière évaluation est très claire. Ils viennent de publier un rapport stipulant que la Russie pourrait reconstituer ses forces suffisamment vite pour envisager un conflit conventionnel avec l'OTAN. Et ce, dans un délai d'1 an après la fin théorique des hostilités en Ukraine. 1 an. Et attention, cette évaluation néerlandaise n'est pas juste un document théorique pour faire peur. Elle déclenche en ce moment même des investissements massifs et structurels en Europe. Vous avez un exemple concret ? Prenons le cas de l'Allemagne. Berlin vient de débloquer 1,35 milliard d'euros pour moderniser le port de Bremerhaven. Et il faut bien comprendre la nature de cet investissement pour ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas pour le commerce civil. Pas du tout. Bremerhaven n'est pas aménagé pour importer plus de voitures ou de biens de consommation. Il s'agit de redimensionner le port pour qu'il devienne l'artère logistique principale par laquelle les divisions blindées lourdes américaines débarqueraient en Europe. En cas de déclenchement de l'article 5 de l'OTAN, Exactement. C'est une militarisation assumée de l'infrastructure civile à l'échelle continentale. l'Europe prépare donc le terrain physique, mais cette préparation est aussi forcée par un changement de posture de Washington, non ? Tout à fait. Le budget américain prévu pour 2027 ampute drastiquement les fonds de l'initiative d'assistance sécuritaire à l'Ukraine, la fameuse USAA. Donc les États-Unis signalent très clairement qu'ils amorcent un retrait financier progressif. Oui. Ils obligent de fait les capitales européennes à assumer le fardeau logistique et budgétaire de la défense de leur propre continent. C'est un tournant historique. Et pendant que l'Occident restructure ses artères logistiques, Moscou, de son côté, consolide ses propres alliances alternatives. Face au régime de sanctions, l'économie russe opère une bascule géopolitique sans précédent. Rapport indique que 90% des importations de microélectronique et de technologies critiques de la Russie proviennent désormais de la République populaire de Chine. 90%. C'est une dépendance quasi totale. Complètement. Et parallèlement, des délégations russes tiennent des commissions de coopération économique avec le gouvernement afghan, à Kazan, tout en maintenant un corridor d'approvisionnement en munitions ininterrompu avec la Corée du Nord. La diplomatie russe a d'ailleurs récemment utilisé l'expression d'un nouveau rideau de fer. Et au vu de la reconfiguration des routes commerciales, de la militarisation des ports européens dont vous parliez, on a vraiment l'impression que les plaques tectoniques mondiales sont en train de se figer dans de nouvelles positions. Oui, le monde se polarise à une vitesse folle. Même de nations traditionnellement pacifistes révisent leur copie. Le Japon, par exemple, vient d'assouplir des règles historiques, vieilles de plusieurs décennies, concernant l'exportation d'armements, le but étant de permettre le transfert indirect de matériel défensif vers l'Ukraine. C'est dire si la rupture est profonde. Mais contrairement au rideau de fer du XXe siècle, qui était vraiment une barrière physique, de barbelés et de béton, Oui, le mur de Berlin. voilà, la ligne de fracture actuelle est aussi, et peut-être surtout, numérique. Ah, la cyberguerre. Exactement. La dépendance de la Russie envers la Chine pour sa survie technologique nécessite des flux financiers massifs. Et ces flux doivent échapper à la surveillance du dollar et du système bancaire occidental. Et c'est précisément sur ce front invisible que s'est joué l'un des événements les plus marquants de notre bulletin. Oui, ça fait une transition parfaite vers notre 4e axe d'analyse. À la mi-avril, la plateforme d'échange de crypto-monnaies russe Greenex, qui est une infrastructure financière clé basée à Moscou, a subi une attaque informatique dévastatrice. Une attaque majeure, oui. Les pirates ont réussi à siphonner plus d'1 milliard de roubles. 1 milliard, hein ? Et les autorités russes ne traitent pas du tout cet événement comme un simple fait divers criminel ou l'acte de hackers isolés. Elles ont officiellement accusé les agences de renseignement occidentales d'avoir orchestré cette attaque. Mais pourquoi une telle accusation diplomatique pour un vol de crypto-monnaie ? Parce que des plateformes comme Greenex, en fait, ne servent pas uniquement à la spéculation financière de particuliers. Elles sont devenues les canaux de paiement parallèles qui permettent aux entités russes sous sanction d'acheter anonymement des composants de drones ou des circuits imprimés sur le marché asiatique. Je vois. Donc détruire ces fonds, c'est littéralement couper la chaîne d'approvisionnement militaire à sa source. C'est exactement ça. Sans ces roubles numérisés,
pas de puce électronique. Sans puce, pas de drone. C'est vertigineux. Nous assistons littéralement à deux guerres menées en simultané. L'une se déroule dans la boue, avec des blindés qui avancent de quelques centaines de mètres par semaine sous un déluge d'artillerie, et l'autre se déroule dans l'espace virtuel. Où des algorithmes effacent 1 milliard de roubles en quelques millisecondes. Voilà, paralysant des achats de matériel militaire à des milliers de kilomètres de là. Et ce front numérique s'étend aussi à la guerre de l'information, bien sûr, notamment sur les réseaux sociaux. Oh oui. L'analyse de données extraites du réseau X par Stylo News démontre une polarisation absolue. Les algorithmes d'analyse de sentiments ne trouvent aucune, mais alors aucune, zone de convergence entre les différents camps. Deux réalités parallèles. C'est ça. D'un côté de l'échiquier numérique, les relais associés aux médias d'État russes comme Iz.ru ou Ria.ru, eux, ils construisent un récit de forteresse assiégée, mais inébranlable. Que disent-ils concrètement? Ils mettent en avant l'échec des sanctions occidentales, ils diffusent des images de destruction des drones ukrainiens, et surtout, ils qualifient la préparation logistique de l'OTAN, comme le port en Allemagne, de provocation directe, ce qui leur sert à justifier la prolongation de la guerre auprès de leur opinion. Et de l'autre côté? Les comptes liés aux médias indépendants ou pro-ukrainiens comme kievpost.com ou tomoscoutimes.com. Eux projettent une image radicalement différente. L'accent est mis sur l'hémorragie financière de la Russie, sur les brasiers immenses des raffineries frappées en profondeur, et sur l'isolement personnel de Vladimir Poutine lors des célébrations nationales. Donc, sur ces plateformes, l'information n'a plus vocation à informer. Plus du tout. Elle est devenue une munition. Chaque donnée est instrumentalisée. Soit pour fracturer le soutien de l'opinion publique occidentale à l'Ukraine, soit pour démontrer l'inévitabilité de l'effondrement russe afin de justifier l'envoi d'armes supplémentaires. C'est une guerre cognitive d'usure. Alors, en rassemblant toutes ces pièces, le blocage diplomatique, la guerre de tranchées, la stratégie ukrainienne d'asphyxie pétrolière, la militarisation de l'infrastructure européenne et cette guerre fantôme sur les serveurs financiers, quelles sont les perspectives dressées par les services de renseignement pour les semaines à venir ? Les prévisions à court terme sont sombres et unanimes. Aucun apagement n'est envisagé. Aucune chance de paix prochainement. Non. La seule diplomatie qui pourrait produire des résultats tangibles dans l'immédiat concerne des dossiers strictement techniques, Comme quoi? comme de potentiels échanges de prisonniers de guerre ou la sécurisation ponctuelle de couloirs humanitaires. Mais sur le plan militaire, l'état-major russe devrait intensifier ses attaques dans la région de Donetsk, ciblant spécifiquement Kramatorsk et Pokrovsk. Dans quel but? Le but est de forcer une percée avant que l'Ukraine n'intègre pleinement les nouvelles livraisons de matériel occidental sur le front. Donc les bombardements sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes vont se poursuivre avec la même intensité. Vraisemblablement, oui. La Russie cherchera à maximiser la pression sur la population civile pour briser le moral. Et du côté de l'OTAN? Le niveau de vigilance reste à son maximum. Mais, détail important, les rapports d'intelligence estiment qu'une invasion terrestre conventionnelle d'un État balte ou de la Pologne reste peu probable dans l'immédiat. Les forces russes étant trop engagées en Ukraine. Exactement. En revanche, la menace prioritaire identifiée par l'Alliance Atlantique réside dans la zone grise. La zone grise. Oui, les attaques cybernétiques contre les infrastructures critiques européennes, le brouillage constant des signaux de navigation GPS dans l'espace aérien de la mer Baltique et les opérations clandestines de sabotage contre les usines d'armement occidentales. Nous nous trouvons donc face à une équation bloquée, une guerre de positions monstrueuse où l'attrition des hommes et des ressources semble être la seule stratégie viable pour le moment. Reste à savoir quelles variables imprévisibles, une rupture technologique, un effondrement économique soudain ou un bouleversement politique majeur pourraient précipiter la résolution de ce conflit. La résilience des complexes militaro-industriels et la capacité des sociétés civiles à absorber ces chocs continus seront vraiment les indicateurs décisifs que nous surveillerons au cours des prochains mois. C'est ce qui clôture notre examen des données brutes pour ce bulletin. Pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent naviguer dans cette complexité au quotidien avec la même rigueur, rappelons l'existence de l'outil Stylo News. Oui, la technologie derrière ce bulletin est accessible à tous. Stylo News est une application disponible sur mobile et ordinateur. Elle permet de générer des analyses de type renseignement qui sont personnalisées et expurgées de tout biais éditorial. C'est l'IA qui fait le tri. C'est ça. L'intelligence artificielle agrège en temps réel des centaines de sources de presse traditionnelles et les flux de réseaux sociaux comme X pour structurer l'information de manière neutre.
Ceux qui nous écoutent peuvent s'abonner en se rendant sur www.stylonews.com pour accéder à ces actualités sur mesure. Eh bien, le temps est venu de clore ce dossier et d'abandonner un peu la gravité de notre ton d'analyse institutionnelle. Décortiquer ces flux d'informations mondiaux, connecter l'impact d'un hack informatique à la géopolitique des ports européens, c'est un exercice de clarification que nous sommes ravis de partager avec notre audience. Un grand merci pour votre attention sur ce bulletin particulièrement complexe. Merci à tous. Comprendre les mécanismes profonds qui régissent ces événements, c'est vraiment la clé pour ne pas céder à la confusion face à l'actualité. Et n'hésitez pas à proposer de nouveaux axes d'analyse pour nos futurs dossiers en suivant Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Mais avant de rendre l'antenne, les rapports de ce jour nous poussent vers une ultime interrogation. Une perspective pour prolonger la réflexion de notre audience, bien au-delà des combats actuels. Oui, les faits montrent une Allemagne qui bétonne ses ports pour accueillir des blindés américains, un Japon qui modifie ses lois pacifistes et une architecture de sécurité européenne qui se réarme massivement, à coups de milliards. C'est un mouvement de fond. Exactement. Donc la question n'est plus seulement de savoir quand la guerre en Ukraine se terminera, la question est, même si un traité de paix inespéré était signé demain matin, le continent européen pourra-t-il un jour se démilitariser à nouveau ? C'est une excellente question. Ou l'Europe vient-elle, presque sans s'en apercevoir, de basculer de manière irréversible dans une nouvelle ère de paix armée, condamnée à une vigilance perpétuelle ? C'est sur cette interrogation vertigineuse concernant l'avenir même de notre continent que nous refermons ce dossier. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie.